J'ai eu la merveilleuse idée d'installer tout le jour du Blue Monday. Il fait un temps catastrophique, la lumière est dégueulasse, ça va donner ce que ça va donner. Salut tout le monde et tout d'abord une très belle année 2023. J'espère qu'elle vous apportera le meilleur comme d'habitude, de la réussite dans vos projets, le bonheur, la santé et tout ce qui va avec. Avant de rentrer dans le top et dans le flop de 2022, j'aimerais faire un petit bilan à la fois de la chaîne et de cette année qui a été pour moi assez compliquée au niveau de YouTube. Je vous mettrai un timecode si vous voulez directement passer au top flop. Cette année 2022 a été très compliquée vraiment sur la chaîne. Déjà j'ai pas réussi à tenir le rythme du tout. En fait j'ai lancé les nouveaux formats qu'ont été les critiques dessinées et ça me prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé. En fait je pensais que ça pourrait être un format de remplacement aux avis critiques. Et à côté de ça, les objectifs que je m'étais lancés en termes de production pour faire des critiques politiques, pour faire des ciné-pépites, des choses comme ça, je ne les ai absolument pas tenus. J'ai explosé tous les délais. Alors je pense qu'il y avait de ma part des soucis personnels, hein, comme d'habitude des soucis de santé, des trucs comme ça, vous le savez à force je suis malade chronique donc... Mais j'ai aussi eu dans cette année 2022 un truc auquel je ne m'attendais pas, qui m'est arrivé un peu en cours d'année, vers le mois de mai-juin je dirais. J'ai eu une démotivation totale, une espèce de flemme en fait, mais flemme presque angoisse je dirais, à l'égard du cinéma. Et ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Le cinéma, c'est une de mes plus grandes passions, c'est quelque chose, c'est presque un moteur essentiel. Et maintenant que j'ai l'occasion d'y retourner, eh ben, je n'arrive plus à me motiver à y aller. À côté de ça, quand je suis chez moi, j'arrive à visionner toujours autant de films. Là-dessus, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment le fait d'aller au cinéma, de sortir. Je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive plus. Donc cette année, je vais essayer de reprendre le rythme, au moins de voir un film par semaine. Vous vous rendez compte qu'avant le confinement, je voyais quand même 4 ou 5 films par semaine. C'était énorme. Et j'arrivais malgré ça à tenir le rythme pour mon auto-entreprise, à continuer à avoir une vie sociale. J'arrivais à tenir le rythme pour YouTube. Donc c'était pas tant un problème de temps. Pour vous dire, là je suis retournée au cinéma la semaine dernière pour voir les Banshees d'Inisherin. Excellent film d'ailleurs au passage si vous ne l'avez pas vu. Mais le dernier film que j'avais vu avant ça, c'était L'origine du mal de Sébastien Marnier et ça remonte au mois de novembre. Donc je sais pas du tout ce qui s'est passé à ce niveau-là, je pense qu'il y a un problème effectivement d'habitude que j'ai perdu pendant le confinement, mais je pense qu'à côté de ça, je vais vous en parler tout à l'heure, il y avait beaucoup de films que j'attendais cette année et qui m'ont beaucoup déçue. Et j'ai l'impression que j'ai eu un peu cette espèce de lassitude parce que j'avais l'impression que les films que j'attendais vraiment, où je me disais ça va relancer énormément ma passion pour le cinéma, ben ils ont pas eu cet effet-là, au contraire. Pour vous dire, cette année en termes de sortie, je n'ai vu que 38 films. C'est ma deuxième pire année de visionnage sur la chaîne après la première année. Et la première année, j'étais un petit peu en dilettante. En plus, à cette époque-là, j'étais encore au Beaux-Arts, donc j'avais vraiment très peu de temps personnel. Et à côté de ça, ben j'ai eu beaucoup de déceptions aussi sur YouTube parce que je pensais cette année dépasser enfin les 2000 abonnés. Ça n'a pas été le cas. Cet objectif que je m'étais fixé n'a pas été rempli. Et ben les formats que je fais continuent à faire moins de 100 vues. Je vous avoue que ça commence un petit peu à me désespérer vu le temps et l'investissement que j'y mets. Cette année j'ai acheté du nouveau matériel avec lequel je filme et je continue à investir du temps et de l'argent dans cette chaîne YouTube et des fois je me dis un peu à quoi bon vu les résultats que je fais. Alors c'est pas tant en termes de... Moi j'ai pas envie de devenir une très grosse youtubeuse, j'ai pas envie de vivre de ça, j'ai pas envie de percer de fou parce que y a tout un aspect que je saurais pas gérer avec le succès entre guillemets, mais j'aimerais bien quand même avoir un peu plus de reconnaissance sur mon travail, surtout que les gens qui suivent ma chaîne depuis un moment me disent que ce que je fais est qualitatif. Je vois pas pourquoi ces personnes seraient fidèles depuis plusieurs années, c'est ce que je faisais, c'était de la merde. C'est juste que j'ai l'impression que je suis enterrée dans cette espèce de trou de YouTube et que je n'arrive pas à en sortir malgré tous les efforts que je fournis. Fournir autant d'énergie et de travail pour avoir si peu de reconnaissance à côté, ça fait vraiment très mal au cœur. Alors, je tiens malgré tout à remercier les personnes qui continuent à me suivre malgré toutes ces années. Merci, c'est vraiment pour vous que je continue et merci d'être là. Merci aussi sur Twitter, j'ai vraiment un réseau hyper actif et super sympa, donc vraiment merci à toutes ces personnes-là. Ensuite, je vais vous parler de quelques changements qu'il va y avoir sur la chaîne. Donc je vais toujours continuer
les formats, les critiques dessinées, les ciné-anecdotes dessinées, donc je vais me filmer en train de les dessiner, je vais continuer les critiques politiques, je vais continuer les ciné-pépites. D'ailleurs, je vous prévois un énorme critique politique sur la représentation des personnes grosses au cinéma. Je vais continuer aussi les 5 bonnes raisons, donc tous ces formats-là vont rester. Par contre, à côté de ça, tout ce qui va être les formats plus axés sur l'illustration, je pense que je vais arrêter. En fait, la partie illustration de ma chaîne, la partie art, la partie artistique, va vraiment être à chaque fois en lien avec le cinéma. J'aimerais énormément lancer un nouveau format qui s'appellerait le Momiverse et qui serait uniquement consacré à la momie. On n'a pas de chaîne francophone sur la momie, donc j'aimerais bien moi remplir ce rôle. Ce serait des formats qui parleraient d'anecdotes autour de la momie, qui parleraient peut-être de lore, qui parleraient de théories sur vraiment sur la momie et le retour de la momie. On verra un petit peu si j'ai le temps de lancer tout ça. En tout cas, j'aimerais surtout essayer de reprendre un rythme à peu près régulier. J'ai beaucoup de mal globalement à savoir à quoi va ressembler mon année, donc je ne peux pas vous promettre d'être à 100% régulière sur YouTube, je vais essayer de tenir le rythme. Et enfin, pour tout ce qui va être des avis critiques, c'est-à-dire les avis qui vont être consacrés à tout le cinéma actuel, je vais vous proposer ça, mais sur Instagram. Donc ce que je pense faire en fait, c'est une fois par mois vous proposer un condensé de Reels que je sortirai sur Instagram, qui seront en fait exactement ce qu'étaient les avis critiques avant, donc des avis à chaud sur le cinéma que je vois au moment de sa sortie, et je vous proposerai des compilations sur YouTube. Comme ça me permettra à la fois de réanimer mon compte Insta, mais aussi de vous proposer à vous sur YouTube de pouvoir quand même suivre ces avis-là à chaud. Je pense par contre que ce sera des choses que je tournerai au téléphone pour m'économiser le temps d'installation du setup, parce que c'était ce qui me prenait trop de temps avec les avis critiques. En gros, il me faut presque une demi-journée pour tourner des avis critiques. Cette demi-journée-là, je ne peux plus me permettre de la prendre pour ça. Je tenais aussi à vous parler un petit peu de ma chaîne secondaire, parce que j'ai repris les vidéos dessus qui sont avant tout des live reports de concerts. Et là c'est pareil, j'ai un peu explosé en vol, c'est-à-dire que j'ai littéralement 3 vidéos qui sont tournées et montées, que je n'ai pas encore publiées. Donc c'est des vidéos qui datent quand même de concerts de octobre dernier. Ça c'est pareil, je sais pas si je vais pouvoir, comme les avis critiques en fait, continuer à pouvoir mettre en place tout le matos et tout le setup avant de les tourner. Je pense que je vais quand même les publier parce que ils sont tournés, donc c'est dommage de pas le faire. J'aimerais reprendre aussi les formats qui parlent de politique, qui parlent aussi un peu de représentation et politique dans le milieu du métal, mais sincèrement c'est ma chaîne secondaire, donc comme dit, c'est vraiment pas la priorité. Avant de commencer le top flop 2022, j'aimerais faire une petite pub pour la chaîne YouTube de l'association L'écran, de laquelle je fais partie sur Toulouse. On a lancé cette chaîne YouTube en septembre, il y a 2 vidéos pour l'instant qui sont dessus. Personnellement je trouve que c'est des formats qui sont hyper qualitatifs, ça s'appelle l'avant-séance, et le but est de présenter un film un peu dans son intégralité avec une analyse, et nous n'avons que 12 abonnés. Si vous pouviez vous abonner, si vous pouviez commenter, ce serait vraiment cool, et encourager le créateur de la vidéo parce que je trouve qu'il fait vraiment des super choses, mais pour l'instant il n'a aucun retour. Bref, trêve de blabla, passons directement au top et au flop de 2022. Je vais commencer par les flops, et cette année, comme je vous l'ai dit, j'ai pas vu énormément de films, donc je ne vais pas faire un flop 10 et un top 10, j'ai essayé de me la jouer la plus honnête possible, et en tant que flop, je ne vais mettre que 8 films. Et j'aimerais rappeler que ces tops et flops ne sont que le reflet de mon avis, je ne vais pas faire de critique ou d'analyse dans cette vidéo, ça va juste être mon avis. Et pour être tout à fait honnête, dans les flops, il n'y a que les 4 premiers que je considère comme étant objectivement de mauvais films. Les autres, ce sont plus des déceptions. Les 4 premiers sont vraiment pas bons, mais les autres films, je pense que c'est avant tout une affaire de goût. En 8ème position, un film que j'ai vu lors de mes rattrapages, il s'agit de Nope, de Jordan Peele. Je me demande si Jordan Peele n'est pas un petit peu atteint du syndrome Shyamalan, vous savez, le mec qui a fait un coup d'éclat une fois, et qui depuis ne cesse de s'enfoncer dans des films de plus en plus mauvais. Le coup d'éclat avait été Get Out, qui est vraiment excellentissime, avec des scènes d'une tension horrible, un message politique et politisé extrêmement pertinent. Mais déjà, Us avait été très décevant, avec cette espèce de twist et de complot un petit peu bizarre amené à la fin du film. Les personnages étaient plutôt mal écrits et maladroits, donc ça commençait déjà à être un peu la pente descendante, bien qu'il y ait à côté de ça des scènes que je trouvais exceptionnelles. Et Nope, pour moi, ça continue la chute. Nope, je trouve que c'est un film qui n'a aucun intérêt, sincèrement. Le personnage de Daniel Kaluuya est
insupportable, il est mou, il est passif, il n'a aucune expression, t'as l'impression que tout ce qui lui arrive il s'en fout, il est complètement lymphatique, t'as constamment envie de le prendre par les épaules pour le secouer, et à côté de ça toute cette histoire sur la quête de sensationnalisme des images et jusqu'à quel point on était prêt à se mettre en danger pour avoir les images les plus sensationnalistes possibles, la manière dont le film a été fait, je trouvais que c'était une manière très maladroite de rendre ce discours. Et au milieu cette histoire du singe qui pète un câble, sincèrement, j'ai pas compris. Mais vraiment, hein, j'ai pas compris quel rapport ça avait avec le schmilblick. Il y a que des choses que j'ai aimées quand même dans Nope, notamment la cinématographie. Je trouve qu'il y a plein de références disséminées à des westerns notamment qui sont très intéressantes. On sent que c'est un film de cinéphile et qu'il y a un petit peu comme plein de puzzles disséminés à droite à gauche pour les cinéphiles pour qu'ils puissent se retrouver. Je peux pas qualifier ce film sincèrement de déception parce qu'on peut pas dire que je l'attendais énormément. Mais de la part d'un mec qui nous a pondu une pépite comme Get Out, ouais, la chute fait mal. Et en parlant d'immense déception, mon flop 7. Et croyez-moi à quel point ça me fait mal de mettre un film de Robert Eggers dans mes flops. Robert Eggers c'est le mec qui a pondu The Witch, qui est juste dans mon top 15 de mes films préférés à vie, et qui a pondu aussi The Lighthouse, qui a été une de mes plus grosses claque au cinéma. Savoir qu'un jour il arriverait à me décevoir à ce point-là, je ne m'y attendais pas. Alors The Northman, on peut quand même lui reconnaître qu'il est très beau, hein. Robert Eggers c'est quelqu'un qui travaille énormément sa photographie, son ambiance visuelle, ses lumières. C'est un film qui a des images tableaux, picturales, magnifiques, impressionnantes. Ça, on ne peut pas lui enlever. Je pense que malheureusement le problème de ce film vient du scénario, c'est l'adaptation d'un conte, enfin plutôt d'une légende scandinave, et cette adaptation de base n'est pas très intéressante. Voilà, c'est ce conte qui a inspiré ensuite Hamlet de Shakespeare. Et j'ai envie de dire, Hamlet de Shakespeare, c'est 40 fois plus intéressant, pertinent, prenant, avec de la tension, avec des personnages qui sont hyper bien écrits. Je sais pas du tout pourquoi il s'est embarqué dans cette adaptation, je ne sais pas ce qu'il voulait dire à travers ça, je ne sais pas pourquoi ça l'a tant fasciné. Pour moi, il n'y a pas de sous-texte, il n'y a pas de sous-message, c'est un film qui est très premier degré. Bon, bien sûr, comme dans n'importe quelle histoire, et surtout des contes, il va y avoir des morales, mais je trouve que c'est des morales qui sont tellement facile et tellement premier degré par rapport à ce à quoi il nous a habitués en fait, par rapport à des films qui nous font un peu nous triturer les méninges, des films qui sont un peu challengeants intellectuellement. Là c'est l'encéphalogramme plat. Le film a aussi parfois été difficilement supportable à cause de scènes assez ridicules. La scène des proutes par exemple, voilà, je comprends pas ce que ça fout là. Déjà la scène des proutes dans The Lighthouse que je redis encore, c'est un film que je considère comme étant un immense chef-d'œuvre, mais déjà dedans la scène des proutes et des rots, je m'étais dit c'est un peu too much, ça fait un peu provoque arty pour être de la provoque arty et genre oh là là je suis trop un artiste et je peux me permettre de mettre des proutes et des rots dans mes films. Pour moi c'est une posture, ça sent pas du tout l'authenticité, voilà, ça sent la posture et je trouve que en fait c'est quelque chose qui pourrait résumer l'intégralité de The Northman. Je trouve que ça fait très Robert Eggers qui a voulu faire un film de commande de grand public, donc c'est très cool, ça a permis à plein de gens de découvrir Robert Eggers, il a été diffusé dans des grands cinémas, chose qui n'était pas le cas avant. Maintenant qu'il a fait ça, qu'il a eu sa grande reconnaissance, sans doute qu'il a touché du fric, ben j'espère qu'il va revenir à des films un peu plus authentiques, des choses qui respirent un peu plus l'originalité et une vraie bonne volonté de bien faire. Vraiment The Northman, grosse déception. Autre immense déception, et pourtant Dieu sait que j'attendais ce film et que j'aime aussi les précédents films de ce réalisateur, c'est Men de Alex Garland. C'est un petit peu la même chose que pour The Northman de Robert Eggers. J'ai été déçue parce que je trouve que c'est un film qui est trop facile, trop premier degré. Tout est surexpliqué en permanence, tout est trop facile. Je trouve qu'il n'y a rien à gratter sur la surface. Je n'ai pas été stimulée intellectuellement. Et même au-delà de ça, je trouve que c'est un film qui nous prend pour des cons, tellement il surexplique tout en permanence, tellement il a envie d'être compréhensible à un point tel qu'il va faire des surabondances de métaphores et des surabondances de surexplications pour être bien sûr qu'on ait bien capté le message. Je me demande si c'est pas en réaction à Annihilation que les gens ont trouvé un peu trop compliqué, et pour le coup c'est vrai qu'il était complexe, mais il y avait ce côté très mystérieux et qui échappait un petit peu à la compréhension. Il y avait plein de théories, il y avait plein de choses à creuser dans ce film qu'il n'y a pas dans Men. C'est quand même au point que le message du film est marqué sur l'affiche avec le mal engendre le mal. Après sur le fond du message aussi j'ai un peu un problème parce que j'ai beau être très féministe, vous le savez, je suis très militante, etc. Justement, à cause de ce militantisme-là, je sais à quel point le fait que les hommes dans le patriarcat soient problématiques, c'est à cause du patriarcat.
C'est pas à cause du fait que ce soit des hommes. En disant que c'est une faute masculine parce que les hommes engendrent eux-mêmes leurs problèmes, pour moi c'est reporter la faute sur quelque chose d'essentialisant, comme si les hommes étaient par essence quelque chose de mauvais et que c'était pas à cause du patriarcat. Je trouve que c'est complètement déresponsabiliser en fait les problèmes qu'il y a actuellement avec les relations hommes-femmes, de faire en sorte que oh mais de toute façon c'est des hommes, c'est des connards et puis voilà on passe à autre chose. Non, c'est beaucoup trop facile. Et enfin c'est beaucoup trop facile parce que ça voudrait dire que si jamais on élimine les hommes, on élimine le problème de domination. Or, ce n'est pas le cas. Le problème de domination, c'est le patriarcat, c'est le racisme, c'est le capitalisme, etc. C'est le système le problème. C'est pas les individus. Et pour moi, ce film, il fait pointer le problème sur les individus et non sur un système. Et je trouve que c'est même assez dangereux comme message. Et c'est vraiment dommage parce que à côté de ça, j'ai adoré l'interprétation de l'actrice principale, j'ai adoré la photographie du film, j'ai adoré l'ambiance visuelle, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance du film, mais je ne suis pas du tout convaincue ni par son discours, ni par la manière dont il plaque ce discours. Et pour moi, c'est vraiment rédhibitoire et ça fait que je ne peux pas apprécier un film qui me prend à ce point pour une conne. En 5e position, Nightmare Alley. Est-ce que vous vous rappelez de ce film? Moi non plus. Il a fallu que je retourne du coup sur ma liste des films que j'ai vus durant cette année pour me rappeler que ce film existe. J'ai pas passé un mauvais moment en le voyant, soyons honnêtes, c'était divertissant, mais c'est le genre de film que j'ai oublié à l'instant même, où j'ai éteint la télé. Alors moi je fais partie de ces gens qui n'aiment pas le cinéma de Guillermo del Toro. J'ai beaucoup de sympathie pour lui, vraiment énormément, j'ai envie de supporter son travail, j'ai envie de le soutenir, j'aime ce personnage, j'aime ce qu'il défend, j'aime sa philosophie du cinéma, mais y a rien à faire, ces films quand je les vois, je me fais chier. Et Nightmare Alley, c'est parmi les pires peut-être que j'ai vus. Je ne sais pas quoi vous dire de plus sur ce film à part que c'est totalement oubliable. Il y a rien de spécialement mal fait, objectivement. Il n'y a pas de message qui soit problématique, les acteurs sont bons, l'ambiance visuelle est très belle, l'ambiance visuelle est magnifique, enfin c'est Guillermo del Toro, mais c'est une histoire. Et voilà, et rien de plus. Il n'y a pas de seconde lecture, il n'y a pas d'envie de revenir sur le visionnage pour recomprendre des nouvelles choses. Et c'est une histoire qui en plus de ça ne marque pas spécialement, les personnages sont relativement clichés, l'histoire n'est pas spécialement transcendante. Voilà, c'est un film qui existe, qui vous fera passer un bon moment si vous choisissez de le voir, mais pas plus. Il me fait un petit peu penser au feeling que m'avait fait Gatsby le Magnifique en fait. Un film où j'avais trouvé l'histoire vraiment très bien, les acteurs vraiment très bien, l'ambiance visuelle vraiment très bien, les décors, les costumes vraiment très bien. J'étais ressortie de là, je m'étais dit bon voilà, ce film ne m'a rien apporté. Même feeling avec Nightmare Alley, c'est un film qui ne m'a rien apporté, si ce n'est peut-être 2 heures et quelques de divertissement. Le fait que ce soit aussi oubliable, ça suffit à ce qu'il termine dans les flops. Ok, là on commence à rentrer dans les 4 films que je considère comme étant vraiment objectivement mauvais, en plus du fait qu'il ne m'ait pas plu. Le 4e film, je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Il s'agit de Plume. Ce film m'a vendu du rêve quand j'ai vu la manière dont la presse en parlait. En plus, à côté de ça, ça a été soutenu par l'affiche qui est assez absurde en elle-même. Vous voyez, il y a un poulet sur une table, etc. C'est assez intriguant. Quand tu lis le synopsis, c'est l'histoire d'un mec qui vit dans sa famille, un peu pauvre, ils ont des problèmes en Égypte. Et un jour, il fait venir un magicien pour l'anniversaire de son fils et il se retrouve transformé en poulet. Quand tu lis juste ce synopsis, que tu vois après que toutes les critiques presse sont en mode oh là là, une comédie noire avec un humour satirique, tu t'attends à une comédie noire satirique et drôlatique. Ok? Moi ce film il m'a trahi parce que c'est un film qui est long en plus, qui est long dans le rythme, c'est lent, ça s'appesantit. C'est un film sur les affres d'une famille très pauvre en Égypte, où la femme se retrouve seule du jour au lendemain, doit s'occuper de ses enfants, et elle a pas à manger, et elle a pas de travail, alors elle va voir des gens, et puis les gens ils la trahissent. En plus de ça, quand je vous dis que je ne comprends pas, c'est qu'il y a vraiment un décalage entre ma perception du film et ce qu'on en compris apparemment les critiques presse, parce que il parle d'un portrait féminin très fort, avec une émancipation féminine, etc. Moi ce que j'ai vu, c'est l'histoire d'une femme qui n'arrive pas à vivre s'il n'y a pas son mari dans les parages. Ce n'est pas une femme qui s'émancipe, c'est une femme qui est constamment soumise aux aléas de la vie, qui subit les choses, et quand elle essaye de prendre la moindre décision, en fait elle est rattrapée par les hommes de son entourage qui lui mettent un carcan. Et en plus de ça, c'est un personnage qui ne parle jamais. C'est un personnage avec des paupières qui sont constamment baissées comme ça, donc elle est lymphatique. Et en fait je ne vois pas du tout un portrait d'émancipation de femme, je vois un portrait d'une femme dépressive qui a été totalement lessivée par la vie. Et je dis pas que c'est pas
intéressant de mettre en scène une femme qui est vraiment au bout du rouleau, mais dans ce cas, il faut présenter les choses comme ça. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y a eu erreur sur la marchandise, qu'il y a eu tromperie. J'arrivais avec ce film avec certaines attentes, et le film n'a pas du tout collé à ces attentes-là. Il y a aussi la volonté d'avoir un côté absurde, drôle, décalé, etc. Le film ne fait jamais rire. Même la soi-disant scène de transformation en poulet, elle n'est pas drôle. C'est un portrait d'une famille très pauvre en Égypte, qui est très noire, qui en fait sincèrement des caisses sur le côté dramatique des choses. Je suis très sincèrement très surprise pour l'engouement qu'il y a autour de ce film et des éloges que tout le monde en fait. Je vois pas trop ce que tout le monde a trouvé de si jubilatoire dans les souffrances de cette famille, et je vois pas ce que tout le monde a trouvé de si être incroyablement exceptionnel dans ce film. Si j'avais su ce que c'était, je l'aurais même pas vu, sincèrement. En troisième position, Mort sur le Nil. Alors dans le genre des films qui n'ont aucun intérêt, en voilà encore un. Bon, très sincèrement, c'est un film qui est plutôt divertissant, mais c'est un film qui ne va rien vous apporter, vous l'aurez oublié une fois que vous aurez arrêté votre visionnage. C'est plutôt une bonne adaptation, relativement fidèle. Visuellement, ça fait le taf, même s'il y a certains effets spéciaux, certains fonds verts qui font un petit peu cheap. Pour un film sorti en 2022, par moments il pique un petit peu les yeux, mais on va dire que c'est globalement correct. Les acteurs font tous un boulot correct, c'est un film correct, mais pas plus. C'est très facile en fait, c'est très facile. C'est un film qui ne cherche pas à proposer une autre expérience, c'est un film qui ne cherche pas à aller au-delà de ce qu'il est. Je ne vais pas m'apesantir dessus parce que je pense que c'est le même feeling que j'ai que pour Nightmare Alley, mais la différence c'est que Nightmare Alley, objectivement, je n'avais rien à lui reprocher. Pour Mort sur le Nil, ce n'est pas le cas, parce que visuellement il est pas oufissime, comme je vous l'ai dit, il y a des petites erreurs, le fond vert et tout, machin, des trucs qui piquent un peu les yeux, que les acteurs font pas un boulot exceptionnel, bon, voilà, c'est juste à la limite du ok. En deuxième position, un film d'horreur sans intérêt qui est vraiment médiocre, Firestarter. Alors moi c'était une nouvelle de Stephen King que je connais plutôt bien, je crois que c'est la première, Charlie, c'est la première nouvelle de Stephen King que j'ai lue de ma vie il me semble, donc c'est quelque chose d'assez marquant. Je peux pas dire qu'en termes d'adaptation ce soit raté, alors ils ont enlevé quelques petites péripéties mais rien d'essentiel on va dire, j'y ai retrouvé l'esprit et les choses les plus importantes de la nouvelle, donc c'est pas tant en termes d'adaptation, c'est en termes d'intérêt. C'est un film d'horreur, d'exploitation qui a été fait au rabais, qui n'a pas plus d'intention que ça, qui n'a aucune inventivité. On sent que tout a été fait vraiment pour cocher un cahier des charges. Il n'y a pas d'intention artistique derrière, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de message. Ça se contente d'être ce que c'est, ça raconte vite fait l'histoire et c'est même pas très intéressant. Le côté horrifique, alors là ça ne fait peur à aucune minute. Comme je le pensais dès le début, de toute façon c'était un projet qui sentait mauvais dès les premières bandes annonces. C'est ce genre de film qu'on a chaque année, ce genre de film d'horreur que l'on va voir avec des potes pour se divertir et qu'on oublie. C'est un film popcorn, un film d'horreur popcorn. Je le mets dans mes flops parce que objectivement j'en ai marre de voir ce genre de film d'horreur. Le film d'horreur c'est mon genre cinématographique préféré, je pense que on a là-dedans de quoi trouver chaque année des pépites. Et en fait j'en ai marre de voir des boîtes de production et de voir des réalisateurs qui sont juste des yes man bons à faire des films qui sont à peine potables. Très sincèrement, on aurait été dans une année où j'aurais vu plus de mauvais films, je ne l'aurais même pas mis dans mes flops, tellement c'est le genre de film où t'as rien à dire. C'est même pas assez mauvais pour figurer dans un flop normalement, mais là je l'ai mis juste pour pousser un coup de gueule général envers tous ces films d'horreur au rabais qu'on a chaque année, que j'en ai marre de me coltiner en ayant à chaque fois l'espoir de voir quelque chose d'original et d'intelligent dans ce genre de film. Vu que j'adore le cinéma d'horreur, j'essaye de regarder le maximum de sorties de cinéma d'horreur, mais à chaque fois je suis déçue, à chaque fois c'est ce genre de merde, voilà, on s'en fout. Firestarter, on s'en fout. Et enfin, le plus mauvais film que j'ai vu cette année. Je voulais pas en parler à la base parce que ce serait faire de la pub à J.K. Rowling. Évidemment, j'ai pas vu le film au cinéma, vous vous doutez. J'essaye vraiment au maximum de garder cette passion pour moi, de ne pas en parler sur les réseaux sociaux. Vous voyez, je suis allergique à la transphobie. Mais là, d'un point de vue cinématographique, il faut que je vous mette en garde. Ne regardez pas ce film. C'est tellement mauvais. Et pourtant, le film commence enfin en assumant l'homosexualité de Dumbledore et Grindelwald. Enfin, on a un Grindelwald qui est convaincant avec Mads Mikkelsen qui s'en sort vraiment très bien dans le rôle. Mais alors, le scénario? Mais que c'est nul!
mais que c'est nul. Ça part dans tous les sens. T'as une histoire de montée un petit peu du fascisme, nazisme parmi les sorciers, mais c'est très très rapide, c'est expédié. T'as une histoire où Dumbledore il essaye de réunir autour de Newt toute une équipe de sorciers pour réussir à aller vaincre Grindelwald, et tu ne sais pas pourquoi c'est eux qui sont choisis, sincèrement les justifications sont hyper mauvaises. Et tu as quand même Kowalski qui se retrouve au milieu alors qu'il n'est pas sorcier. Je veux dire, j'adore ce personnage, hein. Enfin un gros sympathique dans l'univers de J.K. Rowling, bordel de merde, ça fait du bien. Mais pour moi il n'avait rien à foutre dans ce film, de même que Newt qui finalement n'est même plus le personnage principal de sa propre saga. Le côté animaux fantastiques, ils t'ont rajouté des scènes complètement pétées, sorties de n'importe quoi, juste histoire de justifier le titre avec les animaux fantastiques. Donc tu as une scène avec des scorpions, des espèces de scorpions dans une cellule, une scène qui est très cool d'ailleurs au passage, mais qui vraiment sort de nulle part, et t'as la présence de quelques créatures fantastiques qui se baladent au fur et à mesure du film, mais qui même pas n'aident spécialement les protagonistes en fait, ça fait vraiment très rajouté par-dessus. En fait j'ai l'impression que toute l'histoire autour de Grindelwald et Dumbledore, elle aurait mérité un film à part entière, qui aurait été un film beaucoup plus sombre, sérieux, sur cette histoire de montée du fascisme parmi les sorciers, et à côté de ça on aurait dû avoir un autre film qui soit vraiment consacré à Newt, aux animaux fantastiques, etc. Mais le mélange des deux, déjà dans le deuxième opus je trouvais que par moments c'était assez mal imbriqué, mais alors là dans ce film là c'est une catastrophe. Et alors je vous parle même pas de la présence de Credence, hein, un personnage tellement nul à chier que tout le monde a oublié qu'il faisait partie de cette saga. La justification autour du fait qu'en fait c'est le frère de machin qui fait partie de la famille de Dumbledore, c'est de la merde. Oh, c'est nul. C'est un personnage qui est pathétique, qui ne sert à rien. Je vais pas vous spoiler, mais en gros il lui arrive quelque chose dans cet opus là, et ce quelque chose qui lui arrive on s'en fout. Il y a aucune implication autour de ce personnage. Les rares combats qu'il y a ne respectent absolument pas les univers et les règles posées par J.K. Rowling elle-même. Elle est en train de détruire son propre univers. Sincèrement, moi je sais pas du tout si je vais aller voir si je vais même regarder les autres, le 4 et le 5. Parce que le 1, j'ai beaucoup aimé. Parce que pour une fois, on voyait d'autres mondes du sorcier, on voyait le côté international des sorciers, on avait tout cet aspect vraiment très magique avec les créatures, et je retrouvais ce que j'avais aimé dans Harry Potter, la magie en fait, tout simplement. Le 2 était déjà moins bien en termes scénaristiques. Tous les moments où ils avaient vraiment essayé de raccorder les animaux fantastiques avec Harry Potter, je trouvais que ça fonctionnait déjà pas. Mais le 2, il y avait quand même encore beaucoup de bonnes choses à sauver. Le 3, pour moi, il y a rien à sauver. Je pourrais sincèrement m'étaler des heures sur ce film tellement je le trouve mauvais, raté. Les effets spéciaux ne sont pas bons. Le rythme et le montage, c'est une catastrophe. Ça va trop vite, les enjeux sont bâclés. La fin, c'est une catastrophe. La fin est risible. Tu as enfin en face de toi le grand méchant qui est capable de renverser le monde et qui était prêt à faire une espèce de dictature fasciste, et tu l'arrêtes pas. Ah, ça me gonfle, ce film me gonfle. Donc je vais m'arrêter là. Regardez-le que si vous avez envie de vous faire une bonne séance de hate watch. Si vous le regardez, n'en parlez pas autour de vous, alors parlez-en peut-être négativement. N'encouragez pas J.K. Rowling dans sa transphobie, ne l'encouragez pas en lui donnant du fric. Putain, moi aussi j'adore Harry Potter, moi aussi j'adore cet univers-là. Aujourd'hui, J.K. Rowling, elle est trop dangereuse pour qu'on continue à pouvoir positivement encourager cet univers. Et sincèrement, si c'est pour qu'à côté de ça, on nous offre des films qui soient aussi médiocres, je veux dire, on n'a rien à perdre. Voilà en ce qui concernait les flops de 2022, je vais désormais passer au top. Et comme je vous l'ai dit, année un petit peu spéciale oblige, je vais vous faire cette année un top 12. Et j'ai pas mal de petites pépites à vous recommander, je pense que vous allez faire des découvertes, donc restez avec moi. En 12e position, El Buen Patrón de León Fernando de Aranoa. J'avais adoré le film A Perfect Day sorti en 2015 dont j'ai l'affiche sur mon mur. El Buen Patrón est dans la même tonalité. C'est une comédie noire, absurde, extrêmement grinçante, avec Javier Bardem qui est méconnaissable dans le rôle d'un patron qui est un bon patron. C'est un chef d'entreprise qui fait attention à ses employés, mais c'est un patron. Et aucun patron ne peut être un bon patron. Évidemment, avec ce pitch, vous vous en rendez compte, c'est un film qui est non seulement très politique, mais aussi très politisé. Il a un message à charge contre le monde du patronat, qui est, je dois bien l'avouer, assez jouissif pour les grosses gauchiasses comme moi, hein. Vous allez boire du petit lait pendant tout le film. Mais même au-delà de ça, si le message politique ne vous intéresse pas spécialement, je vous le recommande parce que Javier Bardem est jouissif. Les dialogues sont écrits avec maestria, c'est très drôle. Et la mise en scène
scène est aussi très originale. On a l'impression de voir un peu une mise en scène à la Wes Anderson, mais Wes Anderson qui serait avec des couleurs beaucoup plus flashy, un petit peu comme un univers de Lego en fait. Voilà, c'est ce à quoi se référerait pour moi le plus El Buen Patron, avec un côté très géométrique, très symétrique, très carré, et avec ce côté très lancinant et régulier, ce qui se retrouve dans le montage. On a un montage qui est très rythmique en fait. Parfois qui se rapproche peut-être même de l'univers du clip, parce qu'on a une musique qui est assez sautillante et entraînante, qui vient jouer sur ces rythmes de cassure avec le montage. Je trouve que c'est un film qui a vraiment beaucoup de personnalité en termes de mise en scène, de photographie, en termes de style d'écriture. C'est vraiment un film que je trouve assez jouissif. En 11e position, un film que j'attendais depuis que j'en ai entendu parler en 2018, c'est pour vous dire L'origine du mal de Sébastien Marnier. Si cette année j'ai été beaucoup déçue des films que j'attendais, heureusement Sébastien Marnier a été là pour me redonner un peu espoir envers ses grandes attentes et proposer un film très original qui est un peu hors cadre, parce que on se retrouve dans un film qui a une apparence de whodunit assez classique et aussi beaucoup de phases très dramatiques, mais un fond aussi très humoristique. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce qu'a fait Rian Johnson avec À couteau tiré. Et ben je trouve que À l'origine du mal pourrait un petit peu se rapprocher de ça. Les aspects comiques du film ne contrebalancent pas tout à fait la noirceur du personnage principal, qui est interprété par une Laura Calmi, qui est fantastique. Moi je la connaissais surtout dans des rôles comiques, et la voir dans ce rôle-là où elle est souvent glaçante, c'était une transformation d'actrice qui est assez honorable. De toute façon, moi je trouve que Sébastien Marnier c'est un petit peu un magicien avec ses acteurs et ses actrices. Je n'aime pas du tout Marina Foïs, et ben dans Irréprochable, elle est fantastique. Je trouve souvent que Laurent Lafitte est un petit peu à la ramasse en tant qu'acteur de cinéma. Je trouve qu'il en fait trop, je trouve qu'il est trop dans quelque chose de théâtral, dans le surjeu. Et ben dans l'heure de la sortie, il est exceptionnel et d'une justesse parfaite. À côté de ça, c'est aussi un film qui a beaucoup de personnalité d'un point de vue visuel, d'un point de vue de la cinématographie. La photographie est excellente, les décors sont parfaits. Il y a tout juste ce qu'il faut à chaque fois pour que ce soit un petit peu décalé et qu'on ait juste ce qu'il faut pour que ce soit pas un film qui soit classique. Scénaristiquement, c'est un film qui va constamment de surprise en surprise, il est constamment là où on ne l'attend pas. Moi qui ai toujours tendance à deviner les scénarios des films à l'avance, là je me suis laissée totalement porter, totalement bluffée. Pour moi, avec ce troisième film, Sébastien Marnier devient vraiment l'un de mes réalisateurs préférés. À chacun de ses films, j'ai un coup de cœur. J'ai tout de même préféré l'heure de la sortie parce que je préfère le message et je trouve que la fin est tellement incroyable et époustouflante que pour moi ce sera difficile de faire mieux. Mais très sincèrement, L'origine du mal c'est un des meilleurs films qu'on ait eu cette année, un des meilleurs films tout court et un des meilleurs films français aussi. En 10e position, Les crimes du futur de Cronenberg. Alors je suis très étonnée parce que ce film, j'ai l'impression qu'il est très mitigé dans les réactions. Personnellement, j'ai adoré parce qu'il y a ce côté film somme, presque film âge d'or de l'intégralité de tout ce qu'a fait Cronenberg. J'ai l'impression que c'est un film dans lequel on retrouve chacune de ses obsessions, chacune de ses pattes. C'est un film témoignage de son cinéma. C'est à la fois un film que je trouve excellent pour débuter le visionnage de la carrière de Cronenberg si on ne la connaît pas, et aussi un excellent film pour clôturer la carrière de Cronenberg. Et à côté de ça, j'ai trouvé le propos de fond sur le transhumanisme et aussi sur la transformation tout simplement de l'être humain, sur le fait de laisser la place en tant qu'espèce entière à une nouvelle humanité. J'ai trouvé ça très intéressant. Surtout à l'heure actuelle où la question du transhumanisme commence vraiment à devenir un débat public. J'ai aussi beaucoup aimé dans ce film tout ce qui tourne autour du monde de l'art, autour de la performance, autour aussi des limites de l'art ou des non-limites de l'art. Ce film est beaucoup plus intelligent, informé sur le monde de l'art que ne peuvent l'être des films comme The Square par exemple, qui pourtant se targuaient d'être un espèce de grand reflet contemporain de l'art et du monde et du marché de l'art, etc. Tout l'aspect aussi très organique lié au corps, à la sexualité, à ce mélange de douleur et de plaisir. J'ai trouvé ça hyper intéressant et pourtant c'est des problématiques qui me touchent pas forcément, mais je trouvais que le film l'abordait tellement bien et de manière tellement presque poétique que ça enlevait toute la brutalité et tout le côté presque trivial qu'il pouvait y avoir à aborder ces sujets-là. C'est un film qui a vraiment une très belle beauté qui se dégage de la laideur et moi ça c'est des choses par exemple qui me plaisent en termes d'esthétique et bien évidemment Viggo Mortensen est
absolument exceptionnel, il porte le film. C'est un film que j'aimerais bien revoir parce que pour moi il mérite plusieurs visionnages parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et justement ça fait partie de ces films dont je ressors enrichi. J'ai l'impression que c'est un film qui m'a changé, qui m'a fait me poser des questions et pour moi c'est pour ça que je vais au cinéma, c'est pour être enrichi. C'est un engrais. Ce film est un engrais. On pourrait mettre ça sur l'encart d'une affiche. C'est la pire punchline du monde. En 9e position, un film que j'ai fini de regarder hier soir. Il s'agit de Asbestas de Rodrigo Sorogoyen. Sorogoyen, c'est un cinéaste qui a un peu deux aspects dans sa cinématographie. Il y a un côté très film noir, sombre, relativement classique mais de très bonne facture, avec un côté extrêmement léché et classieux. Et à côté de ça, il a plus un aspect drame, film intimiste. Asbestas, il réunit ces deux aspects-là pour en faire à la fois effectivement un excellent film noir et un excellent film dramatique. Le casting, évidemment j'étais déjà conquise parce qu'il y a Denis Ménochet qui est juste devenu mon acteur préféré. Quand je le vois au casting d'un film, je vais voir le film même sans savoir de quoi il parle, tout ça je m'en fous, je vais voir le film pour Denis Ménochet. À la fois quand il doit avoir des rôles où il est glacial, il fait peur, quand il doit être touchant, t'as juste envie de traverser l'écran pour le prendre dans tes bras, il a des regards qui peuvent être extrêmement déchirants, je le trouve fantastique. Mais pas que, parce que je vous parlais de Marina Foïs précédemment que je n'aime pas en tant qu'actrice, elle est très bonne dans Asbestas, vraiment. Et de même, les deux acteurs espagnols principaux que l'on suit, qui incarnent les deux frères, ils sont formidable. Il y a vraiment cette force et cette puissance de personnage. C'est quelque chose qui est caractéristique du cinéma de Sorogoyen. Il a vraiment ces personnages très forts, très puissants qui soutiennent ses films. Autre chose qu'il y a dans le cinéma de Sorogoyen qui est très fort, c'est l'absence de manichéisme. Tout horrible que soient les deux frères, on comprend pourquoi ils se comportent comme ça. On arrive vraiment à accéder à leur intériorité. C'est très facile de faire un méchant antagoniste très manichéen qui soit juste sombre et bête et méchant parce qu'il est bête et méchant. C'est beaucoup plus difficile d'écrire un antagoniste pour lequel on va avoir de l'empathie et pour lequel on va comprendre les combats. Sorogoyen y arrive. Enfin, à côté de ça, c'est un film qui est sur une tension, une angoisse permanente. Je trouve qu'en termes de rythme, en termes de narration, en termes de montage, il est parfait. On sait constamment qu'il y a quelque chose qui va finir par partir en couille, on sent la montée de la tension, et c'est constamment sur la ligne. On est constamment dans un aspect passif-agressif, dans une espèce d'angoisse latente. Asbestas, c'est vraiment une très grande réussite de cette année. Et quelque chose qui fait que je l'aime encore plus, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer Sorogoyen lors du festival Cinespaña. Alors, pas moi personnellement, mais j'ai assisté à une rencontre publique avec lui. Et c'est quelqu'un qui est très conscient de ce qu'il met dans ses films, qui a beaucoup de recul sur ce qu'il fait. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a fait très plaisir parce que par moments on a des cinéastes qui font des chefs-d'œuvre et qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont mis dans leurs films. Et en plus de ça, il est extrêmement sympathique avec le public. Il parle très bien français aussi, ce qui fait que je pense que pour la direction d'acteur de Marina Foïs et de Denis Ménochet, ça a dû beaucoup aider et ça fait aussi pour ça qu'ils sont très bien dirigés. Donc vraiment, Asbestas, une très belle réussite. En 8e position, un film qui était là, c'est un petit peu passé inaperçu et c'est vraiment très dommage. Il s'agit de The Chief, qui est un long plan séquence de 1h30 dans les coulisses d'un grand restaurant. Et ça parle de toute la tension dans le monde de la cuisine, ça parle des angoisses, ça parle de ce mode de vie qui est en fait extrêmement stressant, les métiers de la restauration. Ce film parle de tout ça, il parle effectivement des soucis familiaux qu'il y a autour de ces métiers-là. Il parle de la tension, il parle de la fatigue, de l'ingratitude des clients qui ne se rendent absolument pas compte des sacrifices qu'il y a derrière de tels métiers. Ça parle du travail en équipe, de cette force de se reposer sur une équipe pour pouvoir travailler. C'est un film qui est tourné comme un thriller, étrangement. Un thriller drame, parce que on a accès à chaque fois à des petits bouts des vies des différents personnages. C'est un film où on est en tension permanente pendant 1h30, parce que comme c'est un long plan séquence, on fait partie de cette équipe, on est au cœur de leurs problèmes, on est au cœur de la tension. Le plan séquence, c'est devenu un petit peu un cache-misère ces dernières années. C'est devenu un peu le truc facile pour faire genre oh là là, je suis un grand metteur en scène, je fais un plan séquence, mais des fois les plans séquences n'ont pas forcément
forcément grand chose à dire. Là en l'occurrence, être immergé pendant 1h30 au cœur de l'équipe, comme si nous étions nous-mêmes un personnage, et bien le plan séquence se justifie énormément. On passe très naturellement d'un personnage, d'une situation à l'autre, on a l'impression de faire partie en fait d'une grande pièce de théâtre. De toute façon, il y a un côté très théâtral dans la mise en scène, dans les lumières qui viennent des plafonniers. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment une jolie pépite de cette année à découvrir absolument. Sur un sujet un petit peu peu abordé au cinéma, même si les films de cuisine cette année, ça a été un petit peu à la mode. Même l'année dernière, on avait eu un film sur le cuisinier du roi. Mais en tout cas, c'est un sujet qui a été relativement peu abordé, et en tout cas pas abordé avec cet angle-là. C'est original, c'est très bien fait, les acteurs sont excellents, il y a beaucoup de tension, c'est un très bon film, très bien rythmé, qui dure relativement peu de temps, donc vraiment voyez-le, foncez, c'est une pépite. En 7ème position, un film que j'ai rattrapé uniquement avant-hier. Merci à tout le monde de me l'avoir conseillé. Sincèrement, j'avais un peu peur parce que tous les films où tout le monde se rue dessus en disant oh là là c'est exceptionnel, etc. Moi j'ai très vite l'effet bourrage de crâne où ça me saoule très vite. Alors je vous remercie mais je ne vous remercie pas à la fois parce que j'ai pleuré pendant une demi-heure. C'est des larmes parce que le message délivré est très très beau. C'est tout un film qui parle de l'importance de l'amour, l'importance de la gentillesse, l'importance du pardon, l'importance de quand on a fait des erreurs, essayer de rattraper les choses. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi sa vie au sens capitaliste du terme, c'est pas parce qu'on n'a pas une grande maison, qu'on a une grande famille, c'est pas parce qu'on n'a pas fait une grande carrière prestigieuse qu'on n'a pas réussi sa vie pour soi quand même. C'est aussi la beauté, voir la beauté et la poésie dans les petites choses du quotidien, c'est montrer que les actes comptent plus que les mots, enfin plein de choses comme ça qui sont en fait des choses auxquelles moi je crois profondément, donc forcément ce film a beaucoup résonné aussi parce qu'il est très proche de mes valeurs. On va dire que sur la première moitié du film j'étais un peu sceptique parce que je trouvais que ce film en faisait trop. C'était trop comique, c'était trop absurde, c'était trop les gens avec des costumes bizarres et avec des maquillages à la con. Même si c'était justifié scénaristiquement, je trouvais qu'il avait un côté un peu arty pour faire arty. Donc si jamais vous êtes comme moi, acceptez de vous laisser porter par une première partie qui va peut-être un peu vous dérouter et aller jusqu'au bout parce que c'est un film qui pour moi ne prend son sens que si on le regarde du début à la fin. J'ai adoré aussi d'avoir un casting qui soit 100% sino-américain et ça fait quelque temps là qu'on a des films sino-américains sur cette dichotomie entre la culture américaine et la culture chinoise qui commence à sortir, qui sont à mon sens essentiels parce que c'est un sujet qu'on a peu vu au cinéma et surtout porté par des personnes concernées, donc on sent que ce sont des messages qui sont vécus de l'intérieur et qui sont très authentique. Visuellement, c'est un film à 24, donc c'est un film très beau. Si on vous a vanté ce film et que vous ne l'avez pas encore vu, sincèrement, allez-y. Je pense que je peux comprendre aussi pourquoi il y a des gens qui peuvent passer totalement à côté et même le détester, mais si jamais tout ce que je vous ai dit vous tente, allez-y, foncez si vous ne l'avez pas encore vu, c'est vraiment un petit bijou, c'est vraiment à la hauteur de tous les éloges qu'il a eu. En 6ème position, le Grand Prix du festival Grindhouse Paradise qui a eu lieu à Toulouse. Il s'agit de Beyond the Infinite 2 Minutes. Si jamais vous ne l'avez pas vu, le film est disponible sur Shadows et je vous encourage grandement à le voir. S'il a gagné un prix, c'est pas pour rien. C'est un film d'une inventivité, d'une ingéniosité absolument incroyable qui te prouve que quand t'as pas de budget, mais que quand t'as des idées, t'es capable de faire de grandes choses. C'est un film qui repose sur un concept très simple. Il y a quelqu'un qui, du coup, gère un café. Il rentre chez lui, son appartement est au-dessus, et il a un Mac qui est connecté à sa télé qui est dans le café. Et il se rend compte qu'en fait, le Mac est 2 minutes en avance par rapport à la télévision. Et juste avec cette boucle temporelle de 2 minutes qui font que en fait toutes les actions qui se passent sur le Mac sont 2 minutes en avance, ou l'inverse, peut-être que c'est la télé qui est 2 minutes en avance, je me rappelle plus. Juste en connectant ces deux choses, en faisant juste des allers-retours entre l'appartement et le café, il n'y a pas d'autre décor, en ayant un maximum de 4 personnages, t'es capable de faire un film qui tient la route, qui à côté de ça arrive à tenir son concept sur la boucle temporelle, parce que c'est quand même pas du tout facile au niveau conceptuel, qui a un scénario trop bien, qui arrive à te tenir en haleine, qui a des personnages hyper bien, et qui visuellement tient la route aussi, alors que tu sens que ça a été filmé avec vraiment 3 bouts de chandelle, quoi. Je crois que le budget total du film, ça a été quelque chose comme 20 000 $, c'est ridicule. C'est l'exemple typique d'une pépite, qui est un film qui se tient tout simplement à son concept, et qui arrive à le faire
de manière extrêmement réussie. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, foncez, il est du coup très facilement trouvable. Si vous ne l'avez pas vu, vous m'en direz des nouvelles, parce que je trouve que c'est une merveille. Vous m'en direz des merveilles, n'importe quoi. Vous m'en direz des nouvelles, parce que je trouve que c'est vraiment une merveille. C'est une très belle réussite, qui ne cherche pas midi à 14h, et qui arrive à faire quelque chose de brillant, vraiment brillant. En 5e position, un film qui, hélas, je crois, n'a pas eu de sortie en France parce que je l'ai vu du coup lors d'un festival. Il s'agit de Under Gods de Chino Moya. C'est un film un petit peu étrange qui est à la fois un mix entre un film choral et un film à sketch, puisqu'en fait on va juste suivre la déambulation de différents personnages et de différentes histoires au sein d'un univers plutôt dystopique, qui va être très inspiré du brutalisme soviétique, qui va nous ancrer dans quelque chose qui va faire penser évidemment à la guerre froide, à des univers post-soviétiques, à des univers dictatoriaux. Et si l'URSS avait continué, qu'est-ce que ça aurait pu devenir? Et ben ça aurait pu devenir ça. Donc c'est un univers évidemment très froid, où les êtres humains ne se font pas confiance, les relations humaines sont extrêmement compliquées, et à côté de ça, des univers visuels, comme je vous l'ai dit, très inspirés de ce brutalisme, donc avec beaucoup de béton, des lignes droite. Il est d'ailleurs magnifique visuellement, c'est un des plus beaux films que j'ai vu cette année en termes de photographie pure. Moi j'avais envie de faire des screenshots de plein de scènes juste pour garder certaines images en tête qui sont sublimes. Il va y avoir des histoires qui sont pour le coup extrêmement viscérales, très dures, par exemple des gens qui sont dans une espèce de prison, il va y avoir de la torture, donc des choses qui sont assez viscérales et assez dures à regarder. Des choses beaucoup plus absurdes, avec des personnages qui sont juste complètement paumés dans cet univers-là. Vraiment un film qui ne ressemble qu'à lui-même, qui a un univers qui lui est propre, qui a une manière de le narrer qui lui est propre, qui est très original, qui sent vraiment le film d'artiste, le film de quelqu'un qui a mis toute son âme et toutes ses tripes, qui a été réalisé avec énormément de galères, avec très peu de budget, avec des conditions de tournage très compliquées. En plus de ça, lui c'est un réalisateur qui écrit le scénario au long cours, donc il savait pas au fur et à mesure ce qu'allait être la fin de son film, mais moi tout ce côté très foisonnant, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, je vous le recommande. C'est vraiment une très belle pépite de cette année, mais qui malheureusement, je pense, va être un petit peu compliquée parce que je vous dis, je sais pas s'il a eu une date de sortie officielle en France, mais n'hésitez pas à vous rapprocher du festival Grindhouse Paradise pour avoir plus d'informations. Ils sauront vous répondre si jamais il y a un moyen de trouver ce film. En 4e position, encore un film de Grindhouse, décidément, mais que j'avais déjà vu auparavant. Je l'ai déjà vu 3 fois et je suis prête à le revoir, je l'adore ce film. Il s'agit de Censor. Je sais pas pourquoi je le dis avec un accent, genre je suis restée sur mon truc post-soviétique, etc. Genre Censor. Donc Censor, c'est un film qui se passe dans l'ère thatcherienne, donc dans les années 80. On suit Enid qui est censeuse, oui je crois que c'est ça comme ça qu'on dit, de films. C'est-à-dire qu'elle va censurer les films pour coller à la nouvelle législation en fait en vigueur. Et un jour, elle a l'impression, sur l'un des films qu'elle est en train de monter et de visionner, qu'il y a sa sœur, disparue depuis plus de 20 ans, qu'elle reconnaît sur les images. Et donc va se monter toute une enquête de la part d'Enid pour essayer de retrouver cette actrice qu'elle pense être sa sœur. J'ai rédigé un article dessus pour l'association L'écran que je vous mettrai dans la barre d'infos, qui du coup revient vraiment, c'est une analyse, pour le coup une critique. Mais pour la faire courte, ce que j'adore dans ce film c'est son aspect visuel déjà, parce que il a un côté très nostalgique, très années 80, mais qui à côté de ça ne fait pas les années 80, il ne fait pas revival années 80. Il essaye vraiment de respecter ce qu'étaient les années 80. Donc avec aussi tout cet aspect marron et fade qu'avaient les années 80. Aujourd'hui, on a l'impression que les années 80, c'était une décennie qui était colorée, joyeuse, vivante, avec plein de maquillage extravagant comme ceux que je fais. Il y a des passages du film qui vont montrer un film en train d'être fait dans les années 80, et les faux films qui sont faits à l'intérieur du film sont très proches de ce qui pouvait se faire en tant que film, et surtout en tant que film d'horreur de série B de ces années-là. Le personnage de Enid est hyper intéressant à suivre. On va suivre toute sa quête et toute sa plongée dans la folie au fur et à mesure du film, qui est hyper intéressante, l'actrice est formidable. Enfin, c'est un film au propos qui reste tout de même très contemporain, puisque ça parle de la censure, de tout ce rapport aux images, et surtout ça pose une question qui n'a toujours pas été résolue depuis les ères thatcheriennes, à savoir, est-ce que ce sont les images qui rendent les gens violents, ou bien est-ce que c'est le fait que les gens soient déjà violents de base et juste ça leur déclenche quelque chose? C'est toujours une question qui est en suspens, qui est adressée par le film, mais qui à côté de ça se moque aussi ouvertement de toutes
l'espèce de panique morale qui entourait à l'époque les films d'horreur et qui pourrait aujourd'hui être rattaché à tout ce qui va être les écrans de manière générale ou les réseaux sociaux. À une époque c'était Marilyn Manson, rend les gens violents, voilà. Donc le film adresse aussi ça et s'en moque ouvertement. Sensor, c'est un film très intéressant, très beau, qui pour le coup est relativement facile à trouver, donc foncez vraiment, c'est une merveille du cinéma d'horreur. Je pense qu'il n'aura hélas pas de sortie en salle alors qu'il le mériterait tellement, mais foncez voir ce film, c'est une pépite. Et pardon, j'ai la voix qui... Oula, on dirait que j'étais en train de muer, donc pardon, j'ai la voix qui part en live, mais c'est bientôt la fin, on s'accroche. En troisième position, Freaks Out, le nouveau film du réalisateur italien qui avait fait, on l'appelait Jigrobot, que j'avais déjà adoré lorsqu'il était sorti. Il revient ici avec à nouveau un film de genre complètement loufoque, qui mélange plein de tonalités, de styles différents, pour nous proposer une histoire, une vision complètement unique. Freaks Out, c'est l'histoire de toute une bande de freaks qui travaillaient dans un cirque dans les années 40, qui vont se retrouver hélas au rafle de juifs parce que le gérant de cette troupe de freaks est juif. Comment en fait cette bande de marginaux va devoir prendre malgré eux part et position dans cette grande guerre à laquelle ils voulaient à la base échapper. Ça pose la question bien évidemment du traitement des marginaux, mais de manière générale c'est un propos qui est très contemporain toujours. Ça pose la question de l'engagement politique, du fait que en fait on ne peut pas rester neutre face à l'ennemi, et que si jamais on prend pas position dès le départ, la vie va nous amener à prendre position parce que en fait il y a un moment on est obligé de choisir, soit on s'allie, soit on résiste. C'est un film qui pour une fois utilise parfaitement bien Bella Ciao et qui lui redonne le statut de chant révolutionnaire anarchiste, parce qu'à la base on rappelle que Bella Ciao c'est une chanson anarchiste, c'est pas Maître Gims et c'est pas le truc de la Casa des Papel. Les personnages d'ailleurs dans Freaks Out sont tous très bien écrits, ils sont tous hyper attachants, ils ont un côté fable en fait, un côté très conte, à la fois c'est des archétypes et à la fois ils sont tellement bien portés et tellement bien incarnés par leurs acteurs qu'on s'attache très profondément à eux. Narrativement et scénaristiquement c'est un film qui nous embarque dans plein de choses totalement inattendues, notamment il y a des histoires au milieu aussi de pouvoir magique, t'as cette histoire du coup de fascisme, t'as cette histoire de freaks, donc de l'univers du cirque, t'as une histoire de résistance, donc avec des gens qui sont l'équivalent du maquis, avec des gueules cassées, etc. T'as aussi toute la question du handicap qui est beaucoup présente au niveau du film, qui est beaucoup adressée. T'as la question du coup de la judéité avec l'antisémitisme, etc. Tout ce mélange fonctionne parfaitement bien et s'imbrique pour créer un film qui est unique, avec une ambiance visuelle et une esthétique très léchée, très soignée. C'est encore une fois, comme je vous l'ai dit pour Under Gods, un film qui ne ressemble qu'à lui-même, et Gabriele Manetti, il est en train un petit peu de créer son univers comme ça, de film de genre, et de foutre un coup de pied dans la fourmilière du film de genre. Il s'inspire et vraiment il mélange plein d'influences pour créer quelque chose qui fonctionne à merveille. Il a une alchimie que lui seul arrive à créer, et pourtant Dieu sait qu'il y aurait eu des moyens que ce film se plante, et pourtant c'est une réussite. Allez voir Freaks Out, c'est fabuleux. Et autant à l'époque Jigrobot, tout le monde en avait parlé, autant Freaks Out, j'ai l'impression qu'il est passé un petit peu sous le radar, donc s'il vous plaît, allez voir ce film, je vous le recommande à 1 milliard de %. Si vous avez aimé Jigrobot, il y a aucune raison que vous n'aimiez pas ce film. En plus de ça, avec le message qui est porté derrière, sur l'acceptation, sur le fait justement de combattre l'antisémitisme, etc. Aucune raison que vous n'aimiez pas ce film. Sauf si vous êtes Eric Zemmour, au cas là, je sais pas ce que vous faites sur cette chaîne, Monsieur Zemmour, mais je sais pas, abonnez-vous. En deuxième position, encore un film que j'ai vu au Grindhouse Paradise, décidément, il s'agit de Mona Lisa and the Blood Moon de Anna Lily Amirpour. Et Anna Lily Amirpour, je sais pas si vous vous en rappelez, c'est un peu ma petite fierté. À l'époque, j'avais été une des rares personnes sur YouTube à parler de A Girl Walks Home Alone at Night, qui était son premier film, qui parlait d'une vampire en Iran qui était sur son skate. J'adore ce film. Et je suis un peu contente parce que aujourd'hui, elle commence enfin à émerger de l'ombre, et elle le mérite. D'ailleurs, si jamais vous êtes passé à côté, je vous recommande aussi The Bad Batch, qui est disponible sur Netflix. Personne n'en parle, alors qu'il est trop bien ce film. Et il y a Jason Momoa dedans, donc très bon argument je pense. Mona Lisa and the Blood Moon, je ne sais pas quand va être la date de sortie officielle, j'espère qu'il sortira, que ce soit en VOD ou au cinéma, j'espère que vous aurez l'occasion de le voir, parce que sincèrement, c'est une
pépite, comme tout le cinéma de Anna Lily Amirpour. On suit donc Mona Lisa, une jeune femme qui a été internée en hôpital psychiatrique et qui réussit à s'enfuir dans sa quête de liberté. Elle va croiser différents personnages et il va lui arriver différentes péripéties. C'est un film qui me rappelle un petit peu l'esprit de Jim Jarmusch dans le sens où on a tous ces personnages hyper loufoques. C'est un film porté par des personnages avant tout, très marginaux. Il n'y a pas vraiment d'histoire, enfin si ce n'est suivre cette déambulation d'un personnage pour arriver d'une situation à une autre et qui va être guidé par plein d'autres personnages. Dit comme ça vend pas du rêve et pourtant je vous assure que c'est une réussite. C'est une réussite parce que c'est porté aussi avec beaucoup d'humour absurde, un humour très, encore une fois, jarmouchien dans ce côté un peu pince sans rire qui peut avoir, ce côté un peu absurde, ce côté un peu décalé. Et c'est un film qui respire un amour de son prochain, un amour de l'humanité. Déjà dans A Girl Walks Home Alone at Night, j'avais adoré la morale du film qui est que l'amour peut tout sauver. Un petit peu à l'instar des sœurs Wachowski qui développent beaucoup ça dans leur cinéma. Le fait de voir l'amour comme étant une force universelle indispensable au monde, un petit peu comme la force de gravité. C'est un film très positif, très feel good, où on tombe amoureux de chacun des personnages qu'on croise. Quant à la question de la maladie mentale, je la trouve extrêmement bien traitée et on parle surtout des institutions psychiatriques qui sont maltraitantes et du manque de moyens qu'il y a pour traiter ce genre de personnes. Le seul point noir, je dirais, mais bon, hélas, on est un petit peu habitué, c'est que le film a des aspects grossophobes. Voilà. Mais j'ai envie de dire, comme 99% des films qui sortent au cinéma, je tenais quand même à le souligner si jamais vous êtes particulièrement sensible au sujet, ça vaut le coup de le savoir. Enfin, comme tous ces autres films, Mona Lisa and the Blood Moon a une ambiance visuelle particulièrement réussie et très éclectique. C'est un film qui va avoir autant des inspirations picturales que des inspirations qui vont lorgner du côté du clip. On a aussi l'utilisation d'esthétiques, par exemple très néon, ou alors on va être aussi beaucoup dans tout ce qui va être les cultures indépendantes, underground. Mona Lisa and the Blood Moon, si jamais vous avez déjà regardé d'autres films de Anna Lily Amirpour, foncez, parce qu'on est dans le même esprit, à la fois ce côté humoristique et noir, le mélange des genres, l'amour porté à l'humanité, à son prochain, et cette beauté visuelle plastique. Allez-y, moi en tout cas, le cinéma de Anna Lily Amirpour ne cesse de me convaincre. Je trouve que ces films gagnent en maturité à chaque fois. Mona Lisa and the Blood Moon, c'est une réussite, il faut absolument qu'il sorte en salle. Et enfin, le film que j'ai préféré cette année, il s'agit de Abuela de Paco Plaza. Encore un réalisateur qui a fait un film que j'attendais beaucoup et qui ne m'a pas déçu. Il y en a quand même 3 dans mon top qui sont des films que j'attendais et que j'ai pu voir et je suis trop contente. Abuela de Paco Plaza, c'est donc un film d'horreur qui est relativement classique mais qui est dans ce bon classicisme, qui a ce classicisme léché, soigné, qui est fait avec une minutie, avec une précision qui sont vraiment tout à son honneur. C'est un film qui parle de la jeunesse mais aussi de la vieillesse, qui parle de la peur de la mort, qui parle de la peur de vieillir et qui, à côté de ça, utilise très intelligemment la figure de la sorcière pour adresser ce message. C'est un film sur le plan horrifique qui fonctionne parfaitement bien. Et Paco Plaza, ce n'est pas un réalisateur à jumpscare, c'est un réalisateur subtil, c'est un réalisateur à ambiance. La scène de fin est particulièrement terrifiante et marquante. C'est pas graphique, mais c'est ce qu'il faut pour être dérangeant. Les 2 actrices principales sont formidables, et notamment l'actrice qui interprète du coup la vieille dame, donc la grand-mère, Abuela, qui donne son nom au film. Elle est glaciale, elle hante le film par sa présence, elle a un regard qui est terrifiant, qui est charismatique et qui est hypnotisant. Sa simple présence, son corps qui habite le film comme ça, comme une présence fantomatique, la rend absolument exceptionnelle. Il faut savoir que c'était une ancienne mannequin qui du coup maintenant est comédienne, et c'est un film, Abuela, qui a aussi tout un propos sur le monde de la mode et du mannequinat, et je trouve que ce côté très méta d'avoir pris une ancienne mannequin pour incarner un corps vieillissant par rapport à ce qu'a été le corps beauté et le corps vanté qu'elle a pu avoir en tant que mannequin, je trouve que c'est d'une pertinence au niveau du propos qui prend un aspect méta que je trouve absolument incroyable et qui personnellement me réjouit et me fascine. Paco Plaza, il ne cesse de m'impressionner par ses films, et en plus c'est un des rares réalisateurs qui arrive à faire des films qui me font peur. Veronica, que j'avais vu aussi en 2018, je crois qu'il était sorti, m'avait terrifiée, et pourtant c'est un film qui est aussi classique en termes de réalisation, mais qui a encore une fois ce bon classique. C'est beau, c'est bien fait, c'est bien monté, c'est précis,
c'est bien coordonné, le rythme est très bon. Par contre je trouve que Abuela, en termes visuels, c'est peut-être le plus beau des films qu'il ait fait jusque-là. Paco Plaza, je ne comprends pas pourquoi c'est un réalisateur de cinéma de genre qui n'est pas plus porté au nu. J'ai l'impression qu'on le cantonne un peu à il fait des films d'horreur classiques mais efficaces et pas plus. Alors que c'est des films qui vont bien au-delà de ça. C'est des films qui sont intelligents, qui sont très beaux, qui ont certes ce côté classique en termes de réalisation mais qui en même temps n'ont pas de prétention. C'est des films qui cherchent simplement à te raconter ce qu'ils ont à raconter, qui ont plusieurs strates de lecture, donc c'est des films dans lesquels tu ne vas pas t'ennuyer intellectuellement, c'est des films qui vont te nourrir, mais qui à côté de ça ne cherchent pas midi à 14h, c'est pas des films qui sont prétentieux. Cette sobriété élégante, c'est vraiment quelque chose qui sied très bien au cinéma de Paco Plaza et j'aimerais bien qu'on parle de lui en termes plus élogieux. À l'heure actuelle, Paco Plaza c'est le meilleur réalisateur de films d'horreur d'Espagne, c'est le meilleur réalisateur de cinéma de genre d'Espagne et je trouve que c'est vraiment un des meilleurs au niveau international. Voilà, écoutez, cette vidéo va être très longue. Je vois que là, la nuit est déjà quasiment tombée, donc en termes de luminosité, je cherche même pas à regarder, je pense que ça va être dégueulasse. J'espère en tout cas que ce récap top flop de 2022 avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, votre propre top flop. À mon avis, vous aurez forcément des films différents des miens, parce que comme je vous ai dit, je suis pas allée beaucoup au cinéma finalement. N'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux, et surtout sur Twitter, c'est là où je suis la plus active. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci de continuer à me suivre, merci de continuer à me soutenir, et surtout si jamais mon travail vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et je vous souhaite encore une fois une très belle année 2023. Salut!